Quelqu'un qui te dit non te fait un cadeau. Donc, tu dois aller chercher l'excellence, un cran au-dessus. Quelqu'un qui te dit non va te contraindre à être une meilleure version de toi, parce que quoi qu'il arrive, tu gagnes. Léo les amis l'esquive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une femme qui a décidé de ne pas attendre pour que les choses changent, mais d'être elle-même l'architecte du changement. Entrepreneur engagée dans l'éducation, le développement personnel et impactante dans les vies, celles des enfants, celles des plus jeunes avec les jardins d'Athéna et Empower. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marino Gandio. Bonjour Marino, comment vas-tu ? Hello, mais ça va super. Super Marino. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, dans ce podcast qui est Esquive, l'inaction passe à l'action. Et pour moi, c'était totalement cohérent de t'avoir comme première invitée parce que tu es une femme d'action. Mais avant de revenir sur ce que tu fais aujourd'hui, je vais, si tu me le permets, remonter un peu dans le passé, dans tes origines. On va parler de tes origines du Congo. Tu es originaire du Congo-Brazzaville et tu as construit ta carrière en France. Bien d'accord ? Et je veux savoir quels sont les impacts de tes origines sur ta vision entrepreneuriale. Est-ce qu'il y a une corrélation ? C'est une excellente question. Merci. Je dirais que l'impact est peut-être que le contexte dans lequel on évolue en Afrique force à penser différemment. Parce que le cadre n'étant pas le même, l'environnement n'étant pas le même, la structure étant complètement différente, ça demande quand même d'avoir une certaine constitution et d'avoir des ressources. Il n'y a pas autant d'accompagnement. D'accord. Et je dirais, les choses sont moins linéaires. Quand on veut, c'est déjà difficile de monter quelque chose en France, mais au moins, on sait potentiellement à qui s'adresser. Et si on ne sait pas, on peut le trouver. Par contre, dans un environnement comme le nôtre, ça demande d'être encore plus un couteau suisse qu'ici. Et ça demande d'être créatif, je dirais. Et d'être force de proposition, parce que finalement, on va devoir se faire seul. Et aller chercher les informations. Voilà, c'est différent. C'est un autre contexte. Il y a un autre cadre. Mais ce que moi, j'apprécie, c'est que ça rend meilleur dans le sens où on est obligé, comme disent les Anglais, to think outside of the box. C'est vraiment... Pour ceux qui ne comprennent pas. Tu es obligé de sortir constamment de ton cadre, du schéma que tu connais, et d'aller chercher une pensée différente pour arriver à ton objectif. Et alors, du coup, dans ce que tu nous décris là, donc c'était, on va dire, autrement difficile. Et arrivant en France, est-ce que les choses se sont parues beaucoup plus simples que par rapport au Congo ? Alors, moi, j'ai grandi en France et un peu partout, parce que j'ai beaucoup voyagé. Et je pense que c'est un avantage dans le sens où j'ai pu, à travers mes expériences, avoir comme un cadre plus diversifié. Moi, j'aime bien dire que je suis flexi-fixe. En fait, la seule chose qui est fixe, c'est ma vision. Ma façon d'y arriver va être dans la flexibilité permanente et dans l'adaptabilité permanente. Donc, du coup... Flexi-fixe. C'est mon credo. C'est ton credo, T'as déjà déposé le concept ? Pas encore, mais je pense que je l'ai assez répété pour que ça m'appartienne. Ça se sait maintenant, ça se sait. Flexi-fixe. Ce qui est important pour moi, c'est que... Alors, moi, j'ai commencé, par exemple, là, ça fait une dizaine d'années que je suis à la petite enfance. D'accord. Et j'ai commencé au Gabon, à Libreville. Terrain, en termes de challenge, on est là. Qu'est-ce qu'il y a de challenge à Libreville, pour ceux qui ne connaissent pas ? Libreville, c'est la capitale du Gabon. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a de challengeant à Libreville ? C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, quand tu te lances dans un projet... l'accompagnement de l'entrepreneuriat et de projets en plus dans la petite enfance, tu as affaire aux affaires sociales, c'est vraiment particulier parce que ça manque de structure et de cadre lisible, je dirais. Donc, tu es vraiment obligé d'aller, toi, pousser les portes, aller chercher les réponses et te contraindre, toi, d'être dans une veille permanente, dans de l'exigence de qualité permanente et du coup, d'aller
toi, être sûr de respecter les règles qu'on ne te donne pas. D'accord. Ok. Mais on te contrôle D'accord. Des en règles qu'on te donne s'attendant pas. à ce que tu les connaisses, tu vois, D'accord, et que tu ok. les respectes. Ok. Donc, c'est toujours un peu sympa. Mais ça rend meilleur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ah, totalement. Mais tu sais, dans ce que tu me décris, moi, je trouve que pour le moment, de mon point de vue, il n'y a que des points positifs. Apprendre à s'adapter, à être flexible, à, comment dire, à chercher l'information par soi-même. Donc, j'imagine aussi faire preuve de résilience. C'est un peu tout ça que tu as développé comme compétence à Beaucoup. travers ces endroits. À travers, déjà, ça c'est sûr qu'en termes de résilience, on est bien. Surtout qu'à la base, je me suis lancée dans la petite enfance avec une idée, avec une vision. Je dirais même, ça s'est imposé comme une mission de vie. Je savais exactement où je voulais aller, pourquoi et comment. La difficulté, ça a été de me former, en fait. D'accord. Et d'être sûr d'être en accord, aligné avec la responsabilité qu'il y a derrière. Parce que, juste qu'on conscientise, moi, j'ai ouvert un jardin d'enfants qui s'appelait Les Petits Prodiges à Libreville. Et quand j'arrive comme ça, je me dis, OK, je vais recevoir les enfants d'autrui. Et donc, dans mon jardin d'enfants, il y a la crèche et la maternelle. Donc, tu as cette notion quand même de responsabilité, d'être sûr que tu délivres ce qui est au moins nécessaire et indispensable. Pour moi, évidemment, j'allais plus loin, mais au moins le nécessaire et l'indispensable, je suis sûre de maîtriser ce que je fais. Et donc, la difficulté, elle a été là parce qu'en fait, c'est pas mon domaine de prédilection. Avant, j'ai fait complètement autre chose. Donc, je me suis vraiment... C'était un vrai défi pour moi, mais il n'y avait pas de questionnement. Par contre, ça m'a apporté beaucoup parce que ça a été la base de mon projet éducatif que je fais aujourd'hui avec les Jardins d'Athéna. C'est la continuité et que je continuerai demain avec mes autres projets. Mais la beauté, en fait, dans tout ça, c'est que finalement, ça a ajouté plein de cordes à ma harpe. Et ça m'a permis d'être plus complète, d'aller explorer vraiment des volets beaucoup plus en profondeur dans tout ce qui est éducation, d'aller expérimenter des concepts. Autant un contexte comme le contexte africain est moins cadré, autant moins il y a de cadres, plus tu peux être créatif. Totalement. Sortir du cadre. C'est ça. Et en fait, plus tu peux vraiment tester les choses. Alors, ce n'est pas parce que ce n'est pas cadré à la française que le cadre n'existe pas. Il est juste différent. Il est différent. Mais il autorise parfois, du coup, plus de souplesse et de créativité. Surtout qu'un concept comme le mien, je suis arrivée comme un alien, en fait. On va revenir sur ce concept. Moi, j'aimerais prendre le temps de savoir, en fait, qu'est-ce qui t'a poussé à créer, à te mettre en action dans la partie entrepreneuriale? Qu'est-ce qui a fait... tu as parlé tout à l'heure de ton expérience, tu venais d'un autre domaine. Et qu'est-ce qui a fait que, tiens, aujourd'hui, je vais me mettre en action? Honnêtement, je l'ai toujours su. Alors, explique-nous ça, parce que je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui me disent « je savais que j'allais faire ça ». Comment ça s'est révélé à toi? Depuis que je suis toute petite, en fait. C'est moi, quand on m'a demandé quand j'étais petite qu'est-ce que je voulais faire comme métier quand je serais grande, c'était patronne. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu es grande? Directrice. Oui, mais c'est pas un métier. Si, ce sera mon métier. C'était même pas un sujet. C'est pour ça que je te dis que je l'ai toujours su. Après, moi, je suis la première fille d'une grande fratrie. Vous êtes combien? On est une dizaine. D'accord. Disons que nous, on aime le nombre. Tu vois, la convivialité, l'ambiance, tout ça. Mais quand tu as cette position culturellement chez nous de première fille, c'est une forme de mission. C'est un peu comme si tu étais la petite maman. Tu vois, tu es le relais de tes parents avec des postes, entre guillemets, des fiches de poste différentes en fonction de si c'est ton père qui te parle ou si c'est ta mère qui te parle. Mais ce qui est sûr, c'est que tu es comme le référent. Donc après, tes parents, c'est toi. OK. Alors... C'est pas trop lourd à porter quand on est jeune? Heureusement pour moi, j'étais de constitution à accepter cette posture, mais honnêtement, ça a été quand même, surtout dans la phase d'adolescence, où en fait, ce poste-là ne t'autorise pas à être un enfant. Tu dois tout de suite être adulte. En fait, quand toi, tu as besoin d'être un enfant, ce n'est pas possible. Donc du coup, la difficulté, c'est de trouver ta place là-dedans. Par contre, c'est le meilleur entraînement pour être un entrepreneur. C'est-à-dire là, en termes de gestion, responsabilité, organisation, les choses doivent être toujours calées. Il faut quand même que
que tu comprennes qu'en fait, moi, j'étais quand même un enfant, donc j'allais à l'école. À un moment donné, tu rentres, tu dois faire tes devoirs. Bien Mais sûr. en même temps que tu dois faire tes devoirs, en fait, tu dois t'occuper des autres, Bien tu sûr. dois gérer ton planning de la soirée. Moi, j'ai 2 journées en une, quoi. Exactement. Je fais ma journée de personne normale qui va à l'école, tac, 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 et quand je rentre, j'ai ma 2e journée qui commence. Et du coup, je deviens le relais de ma mère et j'assume les responsabilités d'un adulte. Et ensuite, je peux me gérer moi sur une fenêtre de tir très très courte. Bien sûr. Donc il faut une efficacité renforcée à ce moment-là parce que demain, moi, je retourne à l'école et ce qui est sûr, ce qui est évident pour mes parents, c'est que je dois être une excellente élève. En plus, bien Donc sûr. tu n'as pas le droit à l'erreur. Chez moi, il y a une exigence de réussite qui est indiscutable et n'est tolérée que l'excellence. Et d'après toi, quel impact ça a eu, cette enfance, sur la Marino d'aujourd'hui? J'ai compris avec le temps que l'éducation que mes parents m'ont donnée et l'éducation que les parents donnent à tout le monde, il a fallu que mon être intérieur se secoue un petit peu et soit un petit peu contraint de repositionner les choses, de se recentrer pour finalement en faire quelque chose. D'accord. Au début, j'ai juste suivi ce qu'on m'a donné. En fait, tu vois, t'es programmé, quoi. Bien sûr. T'es programmé. Et moi, j'étais programmée pour faire 4000 choses à l'heure. Voilà, c'est mon être. Je suis extrêmement dynamique, comme tu le sais. Et du Pas coup, qu'un peu. voilà. Ce qui a rendu service à mes parents, parce que du coup, j'étais d'une efficacité renforcée sur à peu près toutes les missions. Par contre, il y a eu des moments où j'ai eu besoin de me poser et je n'ai pas eu le choix que de ne pas le faire. En fait. C'est-à-dire, de on ne l'action m'a pas permanente. laissé l'opportunité d'avoir un temps où finalement je me construis moi. C'est avec le temps et en grandissant que mon cerveau s'est shut down et je me suis assise et je me suis dit mais waouh, en fait, mais quel est le sens? Pourquoi je cours après quoi? Je fais ça, ok, mais quelle est la visée de tout ça? Autant ça a été pas forcément évident, même si je l'ai fait comme un robot. Moi, j'ai été élevée comme un robot. C'est vraiment, tu fais tes missions, tu te poses pas de questions. De toute façon, tu n'as pas le choix. Donc, à un moment donné, voilà, c'est un peu de la survie. Et à la fin, je me dis, OK, c'est vrai que ça n'a pas forcément été évident. C'est vrai que c'était pas forcément facile. Par contre, ça n'empêche que ce sont des compétences qui sont de vrais atouts, en fait, dans la vie de tous les jours. Et je me rends compte que c'est ce qui me permet d'être l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Et comme j'ai toujours que je voulais être quelqu'un qui dirige, en fait, je me suis accompagnée déjà depuis petite dans ce cheminement-là. J'ai pas eu de questionnement. Je sais pas faire les choses à 50%. Moi, quand je fais un truc, je le fais à 4 milliards de pourcents pour être sûr. Mais être sûr de quoi, Marino? Être sûr de... Je suis très exigeante comme personne, avec moi-même en premier. Et j'ai cette notion de qualité et d'excellence qui fait partie de moi. Et donc, quand je fais quelque chose, il faut que ce soit au minimum excellent. On va te dire, la perfection n'existe pas, mais on peut s'en rapprocher vraiment là, tu vois, avec un peu de chance, si vraiment tu masterises ton game. Mais du coup, l'excellence et la perfection, sur quelles normes, en fait? Parce que c'est une question de normes, des prismes. Quelles sont les normes que tu poses pour dire c'est excellent, on est près de la perfection ou pas? Comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai grandi dans un environnement où tu n'as pas le droit à l'erreur, où tu ne peux pas être autre chose qu'excellent. Donc ça a toujours été la norme. Une norme, pour moi. d'accord. Tu vois? Mais la question que je vais te poser, Marino, c'est est-ce que tes parents et toi, vous avez défini en fait c'est quoi l'excellence? Est-ce que vous êtes posé, tu sais, comme tu parlais tout à l'heure dans les entreprises, on a des objectifs à atteindre, on se dit voilà, c'est ça. Est-ce que vous, dans ton cahier des charges, on s'est dit écoute, pour nous, excellent. Moi, je sais qu'à l'époque, mon père était prof de maths dans un temps. Et moi, j'étais bien évidemment nul en maths. Donc, j'avais des devoirs quand je rentrais. La moyenne, c'était l'excellence, c'était pas la moyenne, pas la moyenne, pas les devoirs. La moyenne, c'était 15. Donc, en dessous de 15, j'étais nul. Donc, 15, c'était ça. Donc, j'étais tout le temps nul. Et pour le coup, est-ce que toi, dans ces normes d'excellence, est-ce que ça a été dit à un moment ou pas, voilà, Marino, t'es excellente quand tu fais ça ou pas? Je pense que si on pose la question à ma mère, l'excellence, c'est la place numéro 1, voire la numéro 2, le temps de retrouver la place du numéro 1. OK. Voilà, donc chez nous, le certificat de réussite ou le certificat d'excellence était un minimum. D'accord. Tu stresses quand tu rentres chez toi et que dans ton bulletin, il n'y a pas écrit certificat de réussite, excellent. Si tu me poses la question à moi, en tant que personne aujourd'hui, ouais. de faire bien, D'accord. je ne sais pas faire ça. D'accord. Je vais toujours chercher à faire mieux. Et ça, je vais le faire chaque jour, vraiment. Tous les jours, je fais un reset et tous les matins, je me demande, OK, bilan,
qu'est-ce que j'ai fait hier et comment je peux mieux faire aujourd'hui. Ça peut être épuisant pour plein de gens, mais pour moi, c'est comme un fonctionnement normal parce que je suis dans la remise en question permanente. Et en fait, pour moi, c'est ça l'excellence. Savoir se remettre en question et être la meilleure version de toi-même chaque jour. Tu ne peux pas faire mieux que ce que tu essaies de faire mieux chaque jour. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne me mets pas de pression, mais je me dis, OK, humainement, je peux toujours apprendre. Donc, je ne me contente pas de mes acquis. Jamais. C'est un principe de base. Je dirais même que c'est presque de la survie parce que j'aime apprendre. Je suis extrêmement curieuse et j'ai besoin de nourrir cette curiosité. Et en fait, mon excellence va être que chaque jour, j'apprends quelque chose de différent, de nouveau, voire de mes erreurs. Tout ce que la vie va m'apporter va être une leçon. Je suis une positive à l'extrême, presque à gerber. Mais parfois, ça peut être très, très énervant, mais c'est nécessaire pour moi. Je suis content, Marino, parce que on a pu définir ensemble cette norme d'excellence. Parce que tu me disais l'excellence, et moi, pour moi, être excellent, comme dit, c'est selon mon prisme, mes notes, mes critères peu différents. Et aujourd'hui, dans ta définition de l'excellence, tu as dit, c'est pouvoir, entre guillemets, apprendre chaque jour, faire mieux que la veille, en résumé. Donc aujourd'hui, c'est ce que tu vas permettre à ces enfants dans ta crèche de faire, c'est d'être différents, ou tu vas leur dire que l'excellence, comment tu vas orienter ces normes d'excellence avec ces tout petits que tu auras dans tes mains? Si tu veux, je pense que à la base, on est tous de bons êtres humains. Tout dépend de l'environnement dans lequel tu vis et dans lequel tu évolues. Et je pense que quand on se connaît bien et qu'on apprend à s'accompagner, on peut tendre à l'excellence. C'est difficile d'aller chercher de la qualité et de l'excellence quand on ne sait pas qui on est et comment on peut y arriver. Totalement. Et je pense que, tu vois, aujourd'hui, bon, on va pas se mentir, les psys sont pris d'assaut, clairement. Le développement personnel, c'est la nouvelle norme. Si tu fais ça dès la base et que tu deviens comme un mastermind de toi-même et que tu fais de ton être quelqu'un que tu accompagnes au quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Tu masterises tes qualités et tu vas accompagner tes défauts. Une fois que tu l'as identifié, je pense que la clé, elle est là. Après, si tu es dans le bon environnement va te donner les ressources nécessaires pour travailler sur ça et surtout, finalement, le bon cadre. Parce que, par exemple, dans nos crèches, éco-conscient. La différence, c'est que tout le monde se dit éco-responsable aujourd'hui, mais pour moi, l'éco-responsabilité va plus loin. Parce que c'est vraiment un raisonnement et un style de mentalité, presque un style de vie. Aujourd'hui, par exemple, dans nos crèches, on est en zéro déchet, zéro papier. Par exemple, nous, les repas, on a dans une de nos crèches, on a un poulailler. Donc, tous les jours, on va le donner aux poules. Les jouets, on fait de la récupération de jouets, des familles qui viennent nous redonner des jouets. Qu'est-ce que ça dit à l'enfant? Ça dit à l'enfant qu'en fait, quand moi, j'ai terminé avec ce jouet, je ne vais pas le jeter. Quelqu'un d'autre peut l'utiliser. Donc, ça envoie cette notion de partage et surtout d'utilisation collective des ressources de la Terre. Tu vois ce que je veux dire? On est en 100% lavable. On jette vraiment presque rien, en fait. Rien que ça, les enfants ne sont pas conscients de ça. C'est juste la norme. Exactement. Pour eux. Donc, eux, ils se disent, en fait, très peu de choses se jettent, si ce n'est les mouchoirs pour le rhume. Ça, c'est toute l'année à la crèche. Mais à part ça, on ne jette pas. Tout peut être réutilisé ou lavé ou donné à quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est de l'éco-conscientisation. Et en fait, dans tous nos process, tu as ça. Génial. OK. C'est une forme... c'est montrer par l'exemple, mais surtout donner, en fait, un nouveau cadre. Les gens, souvent, vont se concentrer sur, oui, pour changer les choses, il faut changer les mentalités. Pour moi, pour changer une mentalité, il faut faire évoluer l'environnement dans lequel évolue cette mentalité. Parce que les propositions sont différentes, les options sont visibles. Et du coup, si par exemple tu vis dans un environnement comme tu vas voir, il n'y a que des fast-food autour de toi, il n'y a personne qui fait du sport, on ne met pas en avant tout ce qui est écologie, tout ce qui est, voilà. Enfin, on met en avant un style de vie qui t'emmène directement vers une espèce de petite mort comme ça sur le tas. Voilà. Forcément, qu'est-ce que tu vas faire? C'est l'environnement dans lequel tu vis. Donc en fait, ce sont les propositions que tu as autour de toi. Si tu changes l'environnement, et qu'il y a de la verdure autour de toi, que la qualité de l'air est meilleure. Notre perception de la vie, notre image, bien sûr, je suis d'accord. Tu normalises une hygiène de vie saine. Tu normalises les propositions qui sont faites en termes de restauration. Même si c'est de la restauration rapide, tu vas aller sur du qualitatif selon les critères qu'on appelle
sain. Tu vois, plein de petites choses comme ça. Ce qui fait que même si tu as envie de prendre un truc sur le pouce, tu n'as pas que des propositions sucrées, grasses et qui sont mauvaises, qui te permettent, malgré que tu prends un truc à la va-vite ou entre deux, d'avoir quand même quelque chose de qualitatif. Tu vois, la proposition doit être différente. Je pense que c'est là que se joue la différence. C'est hyper intéressant cette histoire de perception. Et je vais revenir sur quelque chose que tu as évoqué. Tu as dit que tu es une optimiste même en gerbé. Est-ce que en lançant tes différents projets, est-ce qu'à un moment tu as eu peur? Est-ce que ce sentiment de peur t'a traversé un moment? Je pense que je dois faire partie de ces personnes qui sont motivées par le challenge. D'accord. Est-ce que c'est de la peur? Je ne sais pas, mais je n'ai pas vraiment de frein. Aujourd'hui, il n'y a rien qui me fait vraiment peur parce qu'à partir du moment où la graine est plantée dans mon cerveau, il n'y a rien qui l'enlève. D'accord. Je suis allée dans beaucoup de domaines différents. Et à chaque fois, c'était des domaines complètement nouveaux. Donc, tu vois, le défi, il était là à chaque fois. Et à chaque fois, j'ai masterisé mon game. Parce que, comme je t'ai dit, chaque jour, je vais aller chercher plus que la veille. Et en fait, à partir du moment où j'ai confiance en moi, où je sais que je suis le véhicule qui va porter mon projet et que je sais que je vais mettre le maximum de ressources et le maximum de partenaires, de chances de mon côté, et surtout l'énergie. Après, je suis quelqu'un de très discipliné. D'accord. Moi, une fois que j'ai un objectif, tu mets tout en place pour... Ça va arriver. Une fois que je t'ai dit, tu comprendras que c'est juste une question de temps, mais ça arrive. Ça arrive, c'est sûr. Donc, je pense que cette détermination et cette discipline me donnent la confiance nécessaire pour ne pas douter. Et crois-moi que dans la majorité des projets que j'ai eus, allez, tu peux dire 80% des personnes à qui j'en ai, ne serait-ce que murmuré un peu, tout le monde m'a dit, mais t'es sûr? Non, mais parce que tu connais rien. En termes d'investissement, est-ce que tu... Je dis, calme-toi. Laisse-moi, fais-moi confiance. Calme. Dose. Pourquoi tu stresses? Laisse-moi. Chacun son truc. Et je pense que c'est ce qui me nourrit aussi. C'est ce qui me donne envie de me lever. C'est un peu... Et pour le coup, ce côté très challengeant que tu aimes, est-ce que, parce que les personnes qui écoutent sur Esquive, ce sont un public parfois d'étudiants, de jeunes entrepreneurs, tu vois, des personnes ont envie de partager un obstacle compliqué, mais que tu as su surmonter dans ton parcours d'entrepreneuriat, peut-être même professionnel, en tant que salarié. Voilà. Des obstacles, j'en ai eu. Alors, on va dire le gros challenge que Marino a traversé. Comment tu as fait pour le surmonter? Tiens, on a envie de savoir ça, même un peu dans ce côté concret, même si tout à l'heure on touche vraiment le concret. Je pense que le premier obstacle que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent, c'est l'obstacle financier. D'accord. Parce qu'il faut investir. Oui. Il faut investir. Mais bien sûr. Parce que moi, j'ai commencé sur les bancs d'école. Mes projets, crois-moi que sur les bancs d'école, j'avais 4000 projets à la minute. Tous les matins, je me réveillais avec une idée. Je me suis dit, OK, non, je vais faire ça. Ah non, mais finalement, je vais faire ça. Et j'étais déjà dans des business plans dans ma tête. Voilà. Mais quand tu es étudiant... Pas beaucoup de revenus. Pas de revenus du tout. Commençons par la base. Tu commences avec zéro. Et là, tu arrives et tu te dis, OK, donc tu n'as ni l'âge qu'il faut, ni forcément le CV qui va avec, ni les ressources financières. Qu'est-ce que tu fais? Donc là, je pense que ça a été mon premier élément de blocage, aller chercher les... Enfin, blocage. Mon premier challenge a été savoir où chercher les ressources et comment les chercher. Après, je suis allée regarder dans mon entourage. Au début, j'ai commencé comme ça. T'as réseauté? Oui, c'est ça, en fait. Totalement. Mais si tu veux, là aussi, c'est pas un frein. C'est un challenge et surtout, c'est une étape. S'il y a un truc que je dois dire, et s'il y a des étudiants qui nous écoutent, c'est qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de frein. Il n'y a que des étapes à intégrer. Et si tu tournes les choses de manière positive, ce sont des étapes indispensables pour arriver au bout. Parce que tu te dis, ah ouais, non, mais ça va pas marcher. Non, mais on m'a dit non. Non, mais la banque a refusé. OK. Beaucoup de gens vont se décourager quand une porte se ferme. Mais en réalité, si cette porte s'est fermée, c'est que c'était pas la tienne. C'est aussi simple que ça. Donc, ce ne sont que des tests. Dans la vie, il faut tester.
Pour arriver à quelque chose, il faut expérimenter. Je souscris tellement à ce que tu viens de dire. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté un vieux, sage entrepreneur alsacien de renommée m'a partagé une citation qui est mienne aujourd'hui. C'est celui qui fait, qui sait. Exactement. J'adore ça. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est tellement C'est juste. celui qui fait, qui sait. Exactement. Totalement. Mais en fait, c'est en faisant que tu gagnes l'expérience. Et Totalement. en fait, tu te rends compte que cette porte qui s'est fermée, quoi qu'il arrive, si tu es assez intelligent pour voir le positif à ce moment-là, tu vas te demander, OK, pourquoi elle s'est fermée? Qu'est-ce qu'on m'a dit que je pourrais réutiliser pour aller chercher à ouvrir une autre porte? C'est ça. Et à chaque fois, il faut pouvoir tourner ce refus en connaissance, en expérience constructive. Parce qu'à la fin, si tu as 10 portes fermées, crois-moi que le 11e gars, c'est indiscutable. C'est un no-brainer. Le gars va te dire oui, qu'il le veuille ou non. Tellement tu vas mettre l'entrain et tu auras eu tellement de refus qu'à la fin, tu auras déjà contré toutes ces objections. Tu vas venir avec la réponse à tous ces doutes, à tous ces questionnements. Mais à partir du moment où l'échec du refus, en fait, comment dire que ce refus ne soit pas pris comme un échec qui fait qu'on reste, je reste dans mon analogie de boxe, KO, on ne bouge plus. On peut être knockdown, donc faire tomber ce premier obstacle, 2, 3, jusqu'à 10, 11, comme tu l'as cité. Parce qu'au moment où on a cette perception que le non n'est pas un échec, en fait. Le non est un cadeau. Pourquoi? Quelqu'un qui te dit non te fait un cadeau. Parce que cette personne va te contraindre à aller chercher en toi l'étape suivante. Totalement. Tu vas devoir forcément apprendre et te dire, OK, en fait, ça, la proposition que tu fais n'est pas suffisante. Donc, tu dois aller chercher l'excellence, un cran au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Si vraiment tu conscientises que quelqu'un qui te dit non va te contraindre à être une meilleure version de toi, bah, tu te dis, OK, merci en fait. Totalement. Du coup, tu vas dans un rendez-vous déjà avec une charge de stress en moins. Parce que quoi qu'il arrive, tu gagnes. Je suis d'accord. Et c'est une question de perception. Moi, je pense que tout dans la vie est une question de prisme. Je suis d'accord avec toi. La façon dont tu te positionnes, la façon dont tu vas poser ta voix, la façon dont tu mets ton cœur dans un projet, l'énergie que tu y mets, l'implication, l'engagement, mais surtout le travail que tu reflétais d'une manière ou d'une autre. Et c'est hyper intéressant que tu ouvres cette porte, donc je vais y rentrer. Tu parlais tout à l'heure de vision, de perception. On remonte il y a 10 ans. 10 ans en arrière. Aujourd'hui, la Marino qui a accumulé cette expérience, qui a transformé les objections, ton parcours. Quel conseil précieux tu te donnerais 10 ans en arrière? Le même conseil que je me suis donné quand j'ai commencé, suis ton instinct. D'accord. De manière inébranlable, j'ai suivi mon instinct, quoi qu'il arrive. Et ça, jusqu'ici, ça a toujours fonctionné parce que j'ai réussi à concrétiser. D'accord. Tous les rêves que j'ai eus jusqu'ici sont devenus réels. J'ai changé beaucoup de fois de secteur, gagné des compétences dans des domaines complètement différents, mais surtout complémentaires. Et donc, ça fait de toi un véritable couteau suisse. Bien sûr, quelqu'un d'être très agile aussi, totalement. Parce que, et ça encore, il faut le conscientiser. Bien sûr. Parce que tu peux le faire sans même te rendre compte que, au fur et à mesure du temps, finalement, toutes tes expériences sont comme des outils Totalement. que tu mets dans ta mallette Totalement. de ressources. Totalement. Moi, j'aime bien parler de ça, un peu comme la mallette de Mary Poppins. Tu vois? Je vois très bien. Donc, moi, quand j'étais toute petite, je remplissais déjà ma mallette de Mary Poppins Ok. pour commencer mon activité entrepreneuriale. Ok. Et une fois que j'ai mis un pied dans mon voyage entrepreneurial, et ben là, j'ai ouvert un autre niveau de la mallette et j'ai commencé à remplir. Et j'ai rempli avec toutes les expériences que j'ai eues, toutes les personnes que j'ai rencontrées, qui ont pu m'apprendre quelque chose ou me montrer que mes croyances, mes positions et tout ça, finalement, n'étaient pas les bonnes. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. M'ont contraint à devenir une meilleure personne. Pardon Marino, mais tu as parlé de croyance. Quelle est la croyance la plus limitante que tu as eue sur toi? Ça m'intéresse un peu de savoir ça. Qu'est-ce que Marino, qu'aujourd'hui on voit affirmer, qui me regarde d'un regard plongeant comme ça quand tu discutes, à quelle croyance très limitée pour avancer? Sincèrement. Je pense que mon premier blocage a été ma mission familiale. D'accord. Parce que pour moi, de me détacher Du clan. Voilà, c'est ça. Du Parce clan. que, comme je t'ai dit, j'ai été élevée pour être la personne qui accompagne
toute ma famille. Alors, je l'ai fait avec le cœur et beaucoup d'amour. Si tu demandes à mes frères et sœurs, peut-être un peu trop. mais parce que je suis extrêmement exigeante et que je ne leur ai laissé pas beaucoup de choix que d'être dans la même exigence. Parenthèse, c'est vraiment étonnant quand Marino me parle d'exigence. Elle me regarde, je suis très exigeante. Donc, du coup, je dis OK. Je peux te poser une question, Marino? Oui. Une autre question. De quoi tu as peur? Une personne qui veut le contrôle en permanence, c'est quelqu'un qui a peur. Est-ce que tu as déjà regardé de quoi tu as peur en lâchant ce contrôle? Je pense que l'une des choses qui me fait le plus peur, c'est de m'arrêter. C'est-à-dire? J'incarne le mouvement. D'accord. Moi, je suis une femme d'action. Je suis dans l'action, matin, midi, soir, même la nuit. Hein. Mon cerveau est toujours en action. Genre, ça ne s'arrête jamais. Okay. Du coup, je pense que ce qui me fait peur, c'est que je sois dans l'incapacité, un jour peut-être, d'être dans l'action, de continuer. Dans l'inaction, tu veux dire? En fait, être dans l'inaction, c'est mon plus grand stress. D'accord. OK. Dans le sens où je peux m'arrêter. Parfois, j'ai quand même des temps de pause, des temps plus calmes. Ça n'a pas l'air comme ça quand on me voit, mais j'ai aussi des temps plus calmes. Mais ne pas être en mesure de pouvoir réaliser ce que j'ai sur le cœur et tous les projets que j'ai, je pense que c'est ça. Quand tu regardes finalement mon parcours, tu as l'impression que je suis en cavale. Tu as l'impression que je cours après quelque chose parce que je suis déjà sur la next step. Je fais quelque chose et beaucoup de gens m'ont dit « Mais attends, mais c'est déjà super ce que tu as fait, tu devrais le célébrer et tout. » Moi, je te dis « Non, en fait, c'est tellement peu. Ma vision, elle est là. » Donc, du coup, moi, je suis ici. Je vois déjà les 400 étapes qui me restent à faire. Donc, j'ai du mal à m'asseoir et me dire « Ok, tu as déjà fait une étape. Genre, félicitations, félicite-toi. » Et ça, c'est très difficile. Et c'est un truc que j'apprends à faire. Super. C'est pas évident. Pas du tout. mais j'apprends parce que je sais que c'est nécessaire de valider chaque étape. J'ai appris avec le temps que valider chaque étape, ça formalise aussi quelque chose d'acquis. Enfin, je ne sais pas comment... Rien n'est acquis, mais tu vois, les paliers, c'est des paliers. Exactement. Et si tu ne valides pas le palier, c'est comme si tu ne l'avais pas vraiment passé. Et donc, je trouve à mon cerveau aussi de se dire, OK, fais ça déjà. Tu valides. Moi, comme je t'ai dit, je suis très exigeante. Le fait de prendre du temps à faire les choses, c'est quelque chose qui, moi, je me mets la pression avec ça. Je me dis toujours, je ne suis pas assez efficace, je ne suis pas assez rapide, je ne vais pas assez vite, je perds du temps. Pendant le Covid, il fallait me voir. J'ai fait autant de sport toute ma vie, j'ai fait des newsletters qu'on me contraignait à m'arrêter. Donc, il fallait que je sois... J'étais comme ça, comme une pile électrique dans ma maison. Le technicien de son va aussi être comme ça. Pardon. Ah, pardon. On te voit, hein. Désolé, technicien. Marino fait vivre le podcast, la tape sur la table partout. Je me dis, les pauvres. J'aurais dû le prévenir, en fait. Ne reste pas près des... Mais en tout cas, c'est hyper intéressant et merci de cette confidence sur les peurs. C'est que souvent, il arrive parfois plutôt qu'on ait du mal à pouvoir parler de ces peurs comme ça. Et c'est intéressant de briser la glace, mais aller au-delà du côté un peu plus humain et moins ce côté machinal que tu peux aussi renvoyer quand on te connaît. C'est comme tu as dit, ce cheval qui court, qui va d'étape à étape, et c'est intéressant. J'aimerais maintenant qu'on puisse vous parler aussi de Empower, parce qu'à travers tes différentes casquettes, moi j'ai retenu les jardins d'Athéna, tu nous as parlé de pourquoi et le comment. Maintenant, les Empower, c'est quoi et pourquoi pour toi c'était important d'être dans ce mouvement-là, Empower. Mais déjà, explique-nous c'est quoi Empower pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, s'il te plaît. Alors, comme je t'ai dit, moi, j'ai des missions de vie. Je suis portée par mes missions. C'est ce qui me donne cette énergie. C'est ce qui fait que tous les matins, je viens avec le même entrain. J'ai commencé, on a vu ça tout à l'heure, j'étais toute seule. D'accord. Moi, j'ai commencé sur les bancs de l'école, tous mes camarades allaient chercher un travail. Comme moi, je cherchais à ouvrir mes sociétés. Même pas une, j'en ai ouvert plusieurs. Mais j'ai été seule dans ce schéma. Quand tu arrives en tant que jeune fille étudiante, le challenge, je l'ai fait à l'étranger. Sur plusieurs continents, pour être sûre de bien me challenger, tu vois, avec des réglementations, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, que ce soit en France, un peu partout.
difficulté a été que autant je me suis préparée toute ma vie pour être cette personne, autant une fois que tu mets le pied dedans, tu te rends compte qu'il faut encore plus. Ouais. Même dans mon cursus scolaire, j'ai cherché à avoir quelque chose de complémentaire, avoir le maximum de ressources. Là, j'ai fait du management et de la négociation commerciale à l'international, j'ai fait du marketing, j'ai fait de la com, tu avais de la RH là-dedans, tu avais des finances, tu avais vraiment de tout. Chacun des stages que j'ai fait m'a aussi apporté une compétence sur le terrain là-dedans. J'ai fait des petits boulots aussi pour comprendre qu'est-ce que c'est d'être un employé, qu'est-ce que c'est de faire 7 heures de travail par jour, de travailler 2 jours, de travailler de nuit, qu'est-ce que c'est, tu vois, plein de petites choses comme ça. Mais, ça y est, j'ai perdu. Empower. Je sais les hein. Empowers, oui. Empower. Donc, du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, malgré tout ça, en fait, j'aurais bien aimé que quelqu'un m'accompagne sur le volet humain. D'accord. Et sur les difficultés qu'est-ce que c'est d'être un entrepreneur. Quelle est la charge que tu vas porter? Même si toute ma vie, j'ai été la personne qui a accompagné les autres, tu vois, quand bien même c'est quelque chose qui est naturel pour moi et que j'étais plus ou moins prête, et ça a été d'autant plus intense que de prendre 1 milliard de coups potentiellement à la seconde dans plusieurs domaines différents et d'avoir constamment des déconvenus et de devoir encore être une personne nouvelle et de devoir se changer. Et je me suis en fait, mais on n'est pas né pour souffrir, les gars, en fait. Mais c'est-à-dire à quel moment on s'est dit que quand tu as un projet, tu as une envie, tu essaies d'apporter quelque chose à la société ou dans l'environnement dans lequel tu es censé être puni pour ça, tu vois? En fait, non. Et je pense que l'expérience cumulée et l'intelligence collective fait que ça va amener des projets d'autant plus construits, d'autant plus aboutis. Et surtout, ça apporte quelque chose de pérenne. Parce que quand tu montes un projet, tu viens souvent juste avec une idée. Il n'y a pas de... En tout cas, à l'époque où moi, je me suis lancée, il n'y avait pas de formation pour être entrepreneur. Oui, c'est clair. J'ai été diplômée, je ne sais plus si c'est 2009, 2010, je sais pas, en tout cas aux alentours de ça. J'étais déjà en train de chercher de monter mon projet. À cette époque-là, Et on on ne parlait pas d'entrepreneuriat, en tout cas pas au stade. On nous formait pour être des employés. Totalement. Et des bons salariés. Mais imagine, toi, tu es en train d'essayer de devenir un entrepreneur dans un schéma de salariat, mais bien huilé, bien cadré. Donc, tu sors de ce cadre-là et là, tu te prends des coups de partout. Et autour de toi, personne n'est capable de t'accompagner ou même de te comprendre. Juste de s'asseoir avec toi et genre, tu vas juste partager ce que tu vis et l'autre va dire, ah, en fait, non, mais je te comprends tout à fait. Ah oui, toi aussi, tu fais 700 heures par semaine, mais c'est complètement OK. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi aussi, la banque t'a dit, salut, merci, non, vous êtes trop jeune. Ah, elle est mignonne. Mais donc, du coup, Empower, c'est un mouvement? C'est quoi alors? Empowers, c'est... Et ça veut dire quoi, Empowers? Ça vient du mot anglais empower. Empower, d'accord. On l'a décliné en M apostrophe powers parce que nous avons plein de super pouvoirs. Oui. Sois pas jaloux, toi aussi, t'en as. Super. Mais en tout cas, l'idée, c'était vraiment de, comme le nom l'indique, de donner de la puissance et du pouvoir à toutes les femmes qui se lancent. On n'a rien contre les hommes. Je précise. Merci. On n'a rien contre les hommes. C'est juste que nous sommes des femmes et dans notre posture féminine, nous avons des difficultés différentes que certains hommes, en tout cas sur des domaines différents. Ce sont des axes qui ne sont pas explicables, c'est juste un état d'être. Tu es un homme, tu es une femme, et donc en fonction de ton chemin de vie, tu verras des choses différentes. Aussi simple que ça. De un. De deux, Empower, c'est une safe place. C'est un espace qu'on co-construit, un espace de co-living. C'est un peu comme si... moi, j'aime bien dire que je n'ai fait qu'allumer la lumière dans la pièce. En réalité, j'ai trouvé un beau local. J'ai ouvert la porte. J'ai allumé la lumière. Il y a des belles baies vitrées. Et il y a toutes ces femmes qui ont vu la lumière et qui se sont dit « Ah, ça a l'air sympa, je vais venir voir. » Et du coup, on vibre sur la même fréquence. D'accord. On a des projets, on a des envies, on a des missions de vie. Et en fait, nous, on essaye juste de faire bien, mais on va le faire ensemble. D'accord. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, tu es seul dans ton poste. Mais qui a dit que on ne pouvait pas se retrouver, même si chacun a son entité, Totalement. chacune, pour le coup, a son entité différente, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se rassembler. D'accord. Donc, c'est à partir de là maintenant que tu fédères encore, que tu rassembles des femmes entrepreneurs de la région, si je comprends bien.
Je ne le fais pas toute seule. D'accord. Vous êtes combien en fait à le faire? On est 4 fondatrices. 4 fondatrices, d'accord. Et combien d'adhérents? On est une trentaine d'adhérentes. D'accord. Et ça continue. D'accord. On continue à attirer les gens. Et c'est quoi votre fréquence de rencontre? Comment ça se passe? Tiens, si une jeune femme veut rejoindre Empowers, comment ça se passe? Alors, on est dans une team assez dynamique. D'accord. J'imagine. On attire les gens qui nous ressemblent apparemment. Disons que on va avoir à peu près une rencontre par semaine, une possibilité de se retrouver par semaine, mais on a des temps forts où ça va être vraiment des after-work ou ce qu'on appelle les M-business chez nous, où des entreprises vont pouvoir créer du lien. Super. Et ça favorise le réseau, si tu veux. Et à côté de ça, on a des ateliers, on a des cercles des Aken. Alors, les Aken, c'est le nom de nos membres. Tu vois, notre logo, c'est une femme qui souffle sur un pissenlit et tu as tous les petits parapluies comme ça qui se lèvent. En fait, le nom des petits parapluies, c'est des Aken. D'accord. Et donc, nous sommes toutes ces Aken qui s'envolent vers la réussite de leur projet. Tu vois un peu la poésie ou pas? Je vois très bien la poésie, non, je suis en train de m'envoler aussi. Non, c'est important. Envole-toi. Bon, en tout cas, l'idée, c'est ça. C'est s'accompagner vers la réussite et surtout chercher l'excellence là aussi. Si tu veux, en fait, seul, tu es toi avec tes ressources à toi. Mais si on met nos ressources sur la même table, peut-être que mes ressources, aujourd'hui, elles ne servent strictement à rien. Tes ressources vont me servir à avancer sur tel blocage pour déverrouiller l'accès à la suite. Et en fait, en les partageant, on est beaucoup plus fort, on est beaucoup plus efficace, surtout dans notre démarche. Ok, d'accord. Et on peut retrouver Empower où est-ce qu'on peut on est sur les réseaux. On a un Instagram, ça s'appelle Empower Strong Together. D'accord. Il faut que je traduise. On aura compris. On est sur Insta, on est sur LinkedIn, on est sur Facebook aussi. Non, les réseaux classiques. Comme dit, on est vraiment très dynamique. Donc souvent, on invite les personnes, soit elles prennent rendez-vous avec nous parce qu'on fait toujours un petit entretien de base pour se rencontrer d'abord pour voir si on se match. Mais sinon, à part ça... en fonction des événements qu'on fait, il y a des personnes qui viennent vers nous pour déjà nous découvrir et puis prendre un petit peu ressentir la vibe, quoi. C'est vraiment sentir s'il aura match ou pas. Ok. Super. Merci en tout cas, Marino. On va passer à une des dernières étapes de notre interview. On va jouer ensemble. Je vais te mettre en situation. C'est le moment que j'appelle l'esquive ultime. C'est parti. Ah oui, grosse pression. Je vais te donner des mises en situation et tu vas me dire ce que tu ferais, mais de manière très froide, d'accord? Donc, je sais que je vous... Pas des longues phrases, on va essayer d'être concis. C'est bien de préciser. C'est que on parle beaucoup quand même dans la team. Imaginons, un investisseur vient et te propose plus de 500 000 euros. Mais il veut, pour acheter les jardins d'Athéna, mais il veut totalement changer la vision. Qu'est-ce que tu fais? C'est un non. C'est un non ferme, définitif, sans réflexion. Ça sera non. Cash pour le compte. 500 000 non, c'est super. Hein. L'argent, c'est top. On fait beaucoup de choses avec. Mais par contre, rien n'achète mon ADN. D'accord. Rien n'achète ma vision. Elle est indéboulonnable. Je ne fais pas les choses pour l'argent. Je les fais pour le sens qu'elles ont. D'accord. Donc, ce n'est pas à vendre. Ok. Une journée sans imprévu, ça n'existe pas? Non. D'accord. Qu'est-ce qu'on s'en irait, en fait? Quelle est, dans les dernières 24 heures, une des galères pro que tu as connues et comment tu l'as vécue? Les dernières 24 heures, là. Ok. Ça demande réflexion. Waouh. Je dirais peut-être l'absence d'une de mes employées dans une de mes structures. D'accord. Ça demande une gymnastique mentale pour faire des plannings. Et ça, c'est quelque chose de récurrent. Tu vois, comme tu dis, il y a beaucoup d'imprévus. Dans un cadre comme le mien, tu dois respecter un ton d'encadrement. Donc, quoi qu'il arrive, qu'il y ait une personne ou 5 personnes, les enfants, eux, ils sont là. Bizarrement, ils manquent pas, quoi. Ils viennent à l'heure. Tu vois, ils sont là toute la journée, tous les jours. Tant mieux d'ailleurs. Mais du coup, nous, en équipe, souvent, ce que les parents ne voient pas, ils voient, entre guillemets, les visages et ils voient la façade.
Mais derrière, Oui, c'est un casse-tête. c'est sûr. une machine Bien sûr, monstre. Il y a des bien sûr. rouages incroyables. Tu vois, et le moindre petit bug dans ce système, Je casse toute la chaîne. en fait, ça part en réseau. cascade. Ah, bien sûr. Ouais, Ça dégringole. Donc, du coup, forcément, ça te contraint à aller chercher des ressources différentes, à les penser différemment. C'est un peu un challenge. D'accord. Donc, je pense que après, on a fini par résoudre le système en trouvant des solutions avec les autres et tout ça. Mais ça, C'est un gros challenge. c'est un peu la routine, quoi. D'accord. D'accord. Et d'emblée, est-ce qu'il y a une phrase qui t'agace le plus que tu entends dans le monde de l'entrepreneuriat? Toi qui es exigeante, est-ce qu'il y a une phrase vraiment qui t'agace quand tu l'entends? Tes traits se lèvent, tes sourcils se froncent. Une phrase, je ne sais pas, mais je dirais une attitude. Envers moi, en tout D'accord. cas. Bah, comme je t'ai dit, j'ai tendance à être quelqu'un qui est constamment en mouvement. Et j'en vois cette notion de facilité. Tu vois, c'est genre, ça a l'air tellement easy pour elle. On a l'impression que je claque des doigts et bah, les choses se déroulent. Flex, c'est bon, toutes les portes s'ouvrent et tout. Mais en fait, non, les gars. Non, ça demande d'être tout le temps dans le travail, d'être tout le temps dans la préparation, dans l'anticipation. Et ce que j'aime pas, c'est, ouais, mais pour toi, c'est facile. Ouais. Genre, Ouais. tu vois, non, mais toi, de toute façon, T'arrives tout toujours te à tout. sourit. Ouais, Voilà. non, mais tu trouves toujours des solutions. J'ai l'impression que tu claques des doigts, Ça t'as y est. même pas besoin de réfléchir, quoi. Ça glisse sur toi. Je pense que c'est un peu cette attitude-là d'acquis et une façon de négliger un petit peu, Les efforts. mais finalement, ce que je suis et ce que je fais. Parce que c'est pas parce que ça a l'air évident que ça Que ça l'est. l'est, je comprends. Et je trouve même que c'est encore plus difficile de rendre quelque chose qui n'est pas évident. Évident. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, Je suis d'accord avec toi. de faire passer au reste du monde un message que non, mais c'est facile en fait. C'est cool. Mais comme tu souris tout le temps, tu fais des blagues, et plus l'information est difficile à gérer, et puis tu fais non, mais c'est cool. Nouveau challenge, on est bien. Ouais, ben ça, autant c'est un avantage parce que pour moi, mentalement, c'est plus facile à gérer. Enfin, c'est comme ça que je le gère en tout cas. Autant au reste du monde, ça envoie cette notion de elle le fait sans effort. Ouais, je comprends, je comprends. Marino, est-ce qu'il y a un entrepreneur qui t'inspire? J'en veux juste un nom. Bah, là, je dirais Chun Yang. D'accord, Chun Yang. Ok. Tu peux nous dire qui c'est Chun Yang, pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un homme d'affaires sénégalais Sénégalais, exactement. qui est parti de rien, qui a débarqué aux États-Unis avec rien en tant qu'immigré et qui aujourd'hui Un n'est pas empire, seulement bien sûr. quelqu'un. Ouais. Je pense qu'il fait partie des êtres missionnés pour incarner le changement et le mouvement. Totalement. Je me reconnais pleinement dans son discours, dans son attitude, dans sa détermination et sa discipline, parce que on sent qu'en fait, il n'y a pas de questionnement sur le pourquoi il fait les choses. Il y a un sens et ce sens ne va pas changer. Qu'il y arrive ou il y arrivera. Tu vois, cette notion de machine instoppable, c'est ce qui me... Enfin, c'est presque rassurant de se dire, OK, il y a d'autres personnes qui sont portées par cette... T'as l'impression qu'il y a un truc qui le pousse comme ça, de manière... Même s'il ne le voulait pas, mais il va se lever quand même, tu vois. Et c'est ça. Après, il fait beaucoup pour la jeunesse africaine. Il fait beaucoup pour... c'est aussi quelqu'un qui a cette notion d'excellence. D'excellence, bien sûr. Et qui a cette conception de l'intégration, de l'entourage. C'est très familial, finalement. Et moi, je suis beaucoup comme ça. Moi, souvent, j'aime bien dire que j'ai choisi ma famille. Tu vois, Empower, ce sont toutes mes sœurs. D'accord, je vois. Mon équipe, la team Athéna, Toutes tes sœurs. c'est un peu autour de moi, je fais un peu comme un câlin à toutes mes personnes parce que pour moi, on est vraiment un tissu soudé de personnes qui fonctionnent ensemble et qui vont avancer comme une grosse vague, une déferlante comme ça, inébranlable. Et je pense que c'est ça qui me passionne, sans compter le nombre de choses incroyables qu'il a mis en place et qu'il a fait. Il était même avec Barack Obama. Oui, j'ai vu ça. à je veux dire, nous tous, on veut être devant Barack Obama, déjà. Déjà, rien que pour ça, déjà, il a touché mon cœur. Mais pour toutes les choses, en fait. Et surtout, l'audace. D'accord.
Ok. Marino, on va tout doucement arriver à la fin. J'ai 3 questions à te poser. Ok. Alors, rapide. Un dernier film que tu as vu qui t'a marqué? Là, d'instinct, je veux du tac au tac. Tac, tac. Action, réaction. Action, réaction. Marino, action, réaction. 100 ans de plénitude. D'accord. Qui? De qui? Quel réalisateur? Je suis incapable de te dire, mais D'accord. 100 ans de plénitude, c'est un film qui parle des zones bleues. Et en fait, ces zones bleues sont les zones qui regroupent le maximum de centenaires. Et en fait, la personne qui a réalisé ça est allée étudier comment vivent ces centenaires, dans quel environnement, quel est leur style de vie. D'accord. Et après, une fois qu'il a étudié plusieurs zones dans le monde, il a du coup fait comme une recette. Il a vraiment tramé les critères pour vivre le plus longtemps possible, le plus sainement possible. Et ensuite, il est allé expérimenter ça pour voir si, effectivement, tu changes l'environnement de n'importe quel pays, tu arrives à faire gagner des points de vie à ces personnes. Et ça fonctionne parce qu'il l'a mis en place, il l'a fait, et les résultats ont fait que, comme je disais tout à l'heure, la mentalité et l'environnement. En changeant l'environnement, la mentalité de ces personnes qui étaient clairement là, mais il les a emmenés là. Et même les personnes les plus âgées. Donc, c'est même pas une question d'âge ou vraiment, c'est juste une question d'environnement. Et je pense que c'est ce qui a fini de me conforter dans l'idée qu'en fait, aujourd'hui, peu importe dans quel environnement tu vis, c'est ça qui va faire la différence, en fait. 100 ans de plénitude. 100 ans de plénitude. Ok. Un artiste. Waouh. Un artiste. Il y en a tellement. Oh là là. D'emblée, action, réaction. Un nom qui te vient là, boum. Sans trop réfléchir. Je dirais Wizkid. D'accord. Wizkid, ok. Un dernier livre que tu as lu qui t'a marqué? Est-ce que j'ai eu le temps de lire récemment? Un livre, un podcast que tu as écouté qui t'a marqué? J'écoute tellement de choses. J'écoute plus que je ne lis d'ailleurs. Un peu comme tous ces derniers temps, c'est la maladie des dernières années, c'est de plus écouter et moins de lire. Je dirais impactante. C'est un magazine qui est porté par 2 femmes exceptionnelles qui vivent ici en Alsace. Et l'idée du magazine, c'est de partager ce que d'autres femmes ont mis en place, des tips, mais vraiment sur le développement personnel ou l'entrepreneuriat ou même les projets. J'ai eu la chance de faire une des couvertures du magazine. J'ai vu ça. Et d'apporter ma contribution à toutes ces femmes qui pourraient le lire. Ce que moi j'apprécie, c'est le pourquoi elles le font et l'idée que ce soit du partage bienveillant pour permettre à d'autres femmes d'accéder à leurs rêves et de pouvoir débloquer des compétences. Super. Donc c'est vraiment ça. Ok, Marino. Alors moi, je suis un adepte des citations. Est-ce que, avant de terminer cet épisode et de te remercier, tu as une dernière citation à nous partager? Oui. Un adage, une citation. Si tu peux, tu n'as pas la partager. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Génial. Marino, je te remercie beaucoup pour ton temps. Je sais que c'est une journée assez particulière et chargée pour toi. Merci d'être venu, de pouvoir être notre père invité sur le podcast Esquive. Ton ressenti de ce partage rapidement, parce que je sens des regards oppressants des techniciens, pour libérer le studio. Dites-moi rapidement un retour, un feedback. Beaucoup de gratitude. Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir. J'espère que mon récit va pouvoir permettre à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça d'aller quelque part et de suivre sa direction. Je pense. Et oui, comme dit, de la gratitude. Merci. Merci à toi, Marino. Merci à vous de nous avoir suivis. Si en tout cas cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'oubliez pas, passer à l'action, éviter l'inaction. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Bye. Great. Merci, Marino.